très bon après-midi. Nous sommes le lundi 12 août 2024. Vous êtes sur Eux à la télévision et c'est Le Monde en 52 minutes. Ce lundi, je reçois pour vous Martial Akwete, analyste géopolitique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Comment ça va? Ça va très bien. Également avec nous, Charlotte Chiyonwu. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Elle est également analyste géopolitique. Oui. Alors, cet après-midi, nous irons au Burkina Faso, la Russie, le Qatar, le Venezuela, et si le temps le permet, comme toujours, parce que avec vous, le temps n'est pas souvent suffisant. Nous allons clôturer par la Chine. Burkina Faso, un convoi des forces de défense, a subi une nouvelle attaque dans l'est du pays. Une nouvelle attaque des forces de défense a eu lieu le jeudi à l'est du Burkina Faso. Martial. Oui, cette attaque qui est intervenue au Burkina Faso est quelque chose de très regrettable, étant donné que le régime en place donne sa légitimité à la question sécuritaire, à la priorité. Mais il est important de regarder de près ce qui s'est produit. Vous savez, la région dans laquelle les soldats burkinabés ont été attaqués est une région qui est censée être contrôlée par des djihadistes, par des groupes terroristes. La question qu'on se pose, c'est de savoir, mais l'armée a cette information, a connaissance de ce que cette région peut constituer, une région à haut risque de sécurité, mais c'est permis d'emprunter ce chemin sans pour autant prendre les précautions nécessaires. Parce que quand on sait que vous allez traverser une zone à fort risque sécuritaire, on prend les mesures, encore que l'armée est avec des civils qui ont fait confiance à l'armée, qui ont suivi l'armée pour se protéger, pour se rendre, mais qui se retrouvent embarqués dans cette situation. Il y a eu, à ce qu'il paraît, beaucoup de morts. Il y a la question de savoir, mais est-ce que dans le système d'Ibrahim Traoré, est-ce qu'il y a des failles qui sont liées au renseignement ou à la non prise en compte de ce que les renseignements peuvent fournir, et même s'il n'y a pas de mot fort de traite, parce que vous avez vu, il était sorti il y a récemment 2 jours, il a dit que il y a des situations qui se produisent à l'intérieur du système. On avait entendu qu'il avait disparu un temps donné, il est réapparu et a donné des clarifications, mettant l'accent sur le fait qu'il y a des éléments qui se retrouvent au sein qui se retrouvent dans leur rang et qui veulent servir de pions pour les forces extérieures. Et donc on se demande, est-ce que ces éléments sont toujours là alors qu'il dit qu'ils s'en chargent? Est-ce que ces éléments sont là pour fournir des renseignements à ce que les attaques se retrouvent là? Alors la conséquence va se retrouver d'abord, va remettre en cause la stratégie que le régime est en train de mettre en place. Mais cela, il ne faut pas le prendre isolément. Il y a de cela, je crois que c'était le 17 juillet, il y a eu une attaque au nord du Burkina Faso, sans oublier également l'attaque qu'il y a eu au Mali avec les morts qui ont été enregistrés. Donc on se demande si la stratégie des pays de l'AES, est-ce que cela est en train de payer, étant donné que quand les forces françaises étaient arrivées au Mali en 2012, ces forces ont pu réaliser des progrès. Est-ce que ça sera une question de feu de paille? D'accord. Alors, je me retourne vers vous. L'attaque s'est produite le jeudi, mais l'information a été rendue publique le vendredi. Mais pourquoi? Alors, ceci nous rappelle également ce qui s'est passé à Mansilla. Par exemple, l'attaque qu'il y a eu à Mansilla, comme l'a rappelé M. Martial. Et par rapport à cette situation, c'est quelques jours après que le chef de la transition s'est montré et a expliqué la situation et a parlé de plein de choses. Donc cela renvoie donc à peut-être une certaine stratégie de la part du chef de la transition de ne pas forcément réagir à chaud par rapport aux situations qui se projettent, ou peut-être c'est pour lui aussi une façon de prendre le temps avant de dire ce qu'il faut dire, parce que nous savons que depuis qu'ils sont à la tête des États, nous voulons parler principalement des chefs de transition, on les attend vraiment à la fin de leurs différentes transitions. On veut réellement savoir ce qu'ils ont fait, parce que le plus important ici pour eux, c'est le plan sécuritaire et après le plan social. Et
cette situation donc, qui relève donc une crise sécuritaire le met dans un contexte où où on attend de lui à ce qu'il rende des comptes. Et pour cela, il est clair, il est normal de voir qu'il prend le temps avant de réagir aux différentes situations. Toutefois, cette situation, cette crise donc, cette attaque pardon, qui s'est opérée donc le jeudi dernier, comme l'a dit M. Martial tout à l'heure, on se pose la question réellement de savoir pourquoi est-ce que l'armée burkinabé a pris par là. Parce que cette région de l'Est est vraiment reconnue pour être vraiment le bastion siège. des djihadistes. Exactement. Hein? Donc, on se demande qu'est-ce qui s'est réellement passé. Est-ce que c'est une stratégie? Alors, on va se demander laquelle. Parce que c'est vrai que pour répondre à la crise sécuritaire, il faut aller au front. Donc, cela peut être vu d'une manière pour donc la stratégie, la défense sécuritaire, la défense et la sécurité burkinabé, une façon pour eux de montrer qu'ils vont au front et qu'ils veulent réellement résoudre les problèmes, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas rester à l'écart pour résoudre les problèmes. Donc, cela pourrait s'expliquer. Toutefois, la présence de civils devrait normalement devrait préoccuper donc ces militaires-là afin de les protéger, parce que finalement là aujourd'hui, non seulement les militaires ont été touchés, mais également les civils qui ont été aussi touchés. Donc c'est vrai, on remarque que ça fait donc la deuxième fois que le chef de la transition, Ibrahim Traoré, utilise cette stratégie de ne pas répondre tout de suite et prendre le temps avant de réagir. Et aussi, on pourra parler également du fait que, comme il avait relevé lors de son interview après les attaques à Mansilla, il avait parlé aussi d'une présence d'une main extérieure, mais qui agit aussi à l'interne et que peut-être potentiellement qui aurait des traits. Donc c'est aussi une façon pour lui de ne pas réagir tout de suite et de laisser peut-être les médias internes qui ne sont pas forcément sous influence selon lui burkinabé et qui veulent d'une manière ou d'une autre lui porter atteinte, dire ce qu'ils ont à dire et qu'après, en tant que chef de transition, il pourra réagir. Alors, aujourd'hui, on constate un peu ces attaques à répétition dans ces différents pays de l'Alliance du Sahel qui sont le Burkina, le Mali et le Niger. Alors, en l'espace de quelques jours, on a eu des attaques d'abord au Niger, ensuite au Mali et là, on boucle par le Burkina. Qu'est-ce qui peut justifier ces attaques-là? Les attaques terroristes en elles-mêmes n'ont aucune justification, mais quand on voit la dynamique impulsée par ces trois pays, on peut se poser la question, étant donné que ces trois pays ont tout le temps crié que c'est le volet sécuritaire, et c'est ça qui a expliqué la confiance que le peuple est en train de leur accorder, parce qu'on a dit les autres régimes ils n'ont pratiquement rien fait pour nous, des terroristes viennent nous tuer constamment, et donc il y a cet élément sur lequel ils sont en train d'agir et d'obtenir une certaine légitimité. Et dans ce contexte, il y a des forces qui sont parties, il y a des forces étrangères qui sont parties et qui diront, mais étant donné que la situation, l'élément sur lequel les partis, les jeunes, tous sont en train de compter pour obtenir une certaine légitimité, est-ce qu'il ne faudrait pas agir sur ces éléments pour créer une situation donnée? Ce n'est pas une première fois que ça va arriver. On a constaté ça, le Burkina Faso a servi de terre de repli pour des terroristes, pour la déstabilisation de certains pays. Donc, comme nous sommes en géopolitique, il y a ces actions-là qu'on ne peut pas exclure. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand on va remettre en cause la stratégie de lutte contre le terrorisme, on va bien se demander qu'est-ce qui va leur permettre d'asseoir encore leur légitimité. C'est pourquoi il y a quelque chose que ces dirigeants-là ont vu et qu'ils soutiennent depuis un bon bout de temps, c'est qu'il y a des bases militaires au Bénin qui seraient formées pour déstabiliser mais du côté du Niamey, quand même, le discours a commencé par changer. Hein? Oui, le discours a commencé, il y a eu beaucoup d'efforts, on peut se réjouir de cela. Mais toujours est-il que quand
vous avez vu les positions attaquées au niveau du Mali, en tout cas pour l'endroit attaqué actuellement au niveau du Burkina Faso, c'est situé au nord du Bénin, la frontière avec le nord du Bénin. Donc il y a cette proximité-là qui peut nous amener à nous dire, mais est-ce que ce n'est pas, est-ce qu'on ne peut pas accorder davantage d'attention à ce que ces dirigeants sont en train de dire? Et donc, quand la stratégie va commencer à changer, quand les propos vont commencer à changer, les discours vont commencer à changer, ils seront amenés à dire que ben, voilà, c'est ce que nous sommes en train de dire. Il y a des puissances étrangères qui interviennent et on ne sait pas si en ce moment ça va permettre aux populations de toujours leur accorder cette crédit-là. Alors moi, je vous pose la question de savoir hein, que est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré ne serait pas dépassé par les événements? Il y a eu attentat, mais quelques jours avant ces attentats, on parle d'un assassinat manqué. Ces assassinats qui planent toujours sur la tête du dirigeant burkinabé. Est-ce qu'il ne serait pas vraiment dépassé par les événements actuellement? Alors, dire qu'il serait dépassé par les événements, c'est aller un petit peu trop vite pour le moment parce que il est arrivé au pouvoir, cette par un putsch, mais nous savons que peu importe le type de personne à la tête d'un État, il faut du temps justement pour pouvoir mieux maîtriser la situation, mieux maîtriser le système, pour y répondre plus efficacement. Oui, mais c'est pas un civil, c'est quand même un militaire. Oui, donc, il était certainement au parfum de tout ce qui se... Oui, c'est vrai qu'il est au parfum, mais c'est un individu parmi tant d'autres. Donc, il y a certainement des failles, que ce soit de son côté ou des autres, qui ne permettent pas forcément une cohabitation pour répondre ensemble aux différents questionnements. Donc, ici, qu'il soit dépassé, il est quand même vrai qu'on peut noter qu'il y a eu énormément, il y a assez d'attentats, des petites... pas forcément petites, mais à chaque fois, c'est des choses... Sporadiques, des attentats des sporadiques. Et cela participe d'une manière ou d'une autre pour les personnes qui ne sont pas forcément pour sa présence au pouvoir. Cette personne-là pourrait l'expliquer par le fait que, bien vrai qu'il soit là, les choses n'ont pas forcément changé. Et c'est donc là le problème. Et on se pose la question de savoir quelle est alors la stratégie de ces États-là, notamment faisant partie de l'AES, pour répondre efficacement aux crises. Parce que vous avez dit, il y a encore quelques jours, on a eu un attentat, une crise au Mali. Ensuite, maintenant, c'est au Burkina Faso, mais plutôt on avait ça au Niger. Donc, toutes ces différentes attaques perpétrées par ces djihadistes, d'une manière ou d'une autre, c'est aussi pour montrer que bien que ces personnes-là, nous voulons parler des chefs de transition, cherchent à répondre aux problèmes sécuritaires, c'est aussi une façon pour eux de leur montrer que vous cherchez à répondre, mais nous sommes quand même présents. Et il ne faut pas oublier que, par exemple, au Mali, c'est des revendications identitaires aussi et territoriales. Donc, il y a d'autres causes profondes également dont on peut tenir compte et pour expliquer ce qui se passe. Donc, il serait quand même important que le chef de la transition au Burkina Faso trouve le moyen, parce qu'il faut quand même une cohabitation, dans le sens où on pourrait expliquer cela par un manque de renseignements, par exemple. Et donc, il faudrait alors un renforcement de ce système de renseignement au Burkina Faso. Alors, permettez-moi d'ajouter quelque chose. Vous voyez, le terrorisme, c'est un mal qu'il faut combattre ensemble. Il est très important qu'on puisse le combattre avec l'ensemble des pays qui nous entourent, nos voisins, étant donné que la dynamique impulsée par les pays de l'AES est une dynamique de rupture radicale. En froissant en quelque sorte les voisins, ce serait difficile pour eux de continuer dans cette lutte, même s'il y a des forces étrangères comme le Wagner qui apporte son soutien à ces différents militaires. Ces attaques peuvent révéler à ces autorités que le mal est présent et s'il faut le combattre, nous n'allons pas le combattre seul. Il faut penser également aux autres, d'où la position de normaliser quelque peu les relations avec ces différents États, comme le Niger a commencé
à le faire déjà. Et puis, on croit que cette dynamique va continuer pour que le mal soit circonscrit. Alors, d'une attaque à une autre, hein, là nous sommes du côté de la Russie. Afin de repousser l'incursion ukrainienne, Kremlin instaure un régime terroriste. À peine Kiev a engagé quelques actions d'incursion, dans certaines régions, Kremlin instaure un régime antiterroriste. On se demande, est-ce que la peur est en train de changer de camp? Ou alors la guerre est en train de changer de camp? Alors, cette situation, nous savons, revient et est inscrite dans le contexte où c'est après justement que l'Union européenne ait octroyé le financement à l'Ukraine, qu'aujourd'hui on voit que l'Ukraine a avancé à la frontière, et notamment dans une ville russe. Et pas des moindres, hein? Oui, Témoin. historiquement, c'est pas Ouais. des moindres. Voilà. Et cette situation aujourd'hui, on se pose également des questions parce que c'est d'ailleurs par rapport à l'historique qu'aujourd'hui le président Vladimir Poutine parle d'antiterrorisme. C'est aussi une façon pour lui d'utiliser le passé pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, Comme quoi personne n'est à l'abri, hein? bien évidemment que personne n'est à l'abri parce que si c'était le cas, je pense que le président Donald Trump n'aurait pas eu aussi cet attentat-là, cette tentative d'assassinat. Donc, personne n'est à l'abri, même pas aux États-Unis. Donc, cette situation aujourd'hui nous montre que le soutien d'une manière ou d'une autre de l'Union européenne ou des alliés de l'Ukraine lui donne une certaine force et qui lui permettent aujourd'hui d'avancer un temps soit peu dans la guerre avec la Russie. Toutefois, est-ce que cela sera effectif? Parce que nous savons que la Russie est en train de tenir depuis bien longtemps maintenant et que le financement, à un moment donné, sera terminé et finira un jour. Et est-ce que, après ce financement-là, comment est-ce que l'Union européenne va finalement aider l'Ukraine à avancer dans cette guerre? Et s'il n'y a pas forcément une aide ni financière et non plus matérielle, comment est-ce que l'Ukraine va continuer? Donc, nous pensons que techniquement, c'est vrai que c'est peut-être une surprise pour beaucoup dans le contexte de la guerre, mais dans le temps, est-ce que ça va réellement perdurer? Parce que quand la Russie va riposter, parce que c'est vrai que pour le moment, elle ne peut pas riposter parce qu'il y a sa population. C'est pour ça qu'on parle de déplacés de guerre, même si le thème allait quand même très vite du côté de la Russie. Mais quand même, nous pensons qu'elle pourra d'une manière ou d'une autre riposter. Et quand ce sera le cas, il est possible que l'Ukraine puisse reculer. Alors, lorsque la Russie avance comme objectif que c'est pour la sécurité de ses citoyens qu'elle décide de mettre sur pied ce régime antiterroriste, moi, ma question, vous qui êtes analyste géopolitique, ma question c'est de savoir est-ce que c'est la seule région ou alors la Russie a été touchée là? Ce qui se passe dans la région de Kursk et ce que le régime spécial que le président Vladimir Poutine a décrété intervient dans une logique donnée. Vous savez, la réaction, une probable intervention de l'Ukraine était déjà prévisible. Il y a des éléments qui démontrent cela. Sur le territoire russe, il y a d'abord la question de l'autorisation donnée à l'Ukraine de frapper sur le sol russe. Il y a le financement qui est accompagné, mais il y a d'autres éléments comme on se rapproche un peu de la fin de cette guerre, si je peux le dire ainsi, parce que au dernier sommet de la paix sur l'Ukraine, il y a Volodymyr Zelensky qui a dit quelque chose de très significatif, espérant que la prochaine fois que le président Vladimir Poutine serait à la table, non seulement cet élément, mais les choses sont en train de bouger aux États-Unis et un Trump au pouvoir aux États-Unis, ce serait compliqué. Est-ce que l'Ukraine n'est pas en train d'être poussée vers la négociation? Mais pour être poussée vers cette négociation, il faut quand même obtenir un trophée de guerre. C'est très important en termes de géopolitique. Donc, la contre-offensive ukrainienne avait échoué lamentablement et ce qui a permis à la Russie de connaître beaucoup d'avancées sur le front. Alors, pour pouvoir négocier quelque chose aujourd'hui, il est important que
l'Ukraine obtienne une certaine victoire en occupant certains territoires russes. Pas des moindres, hein? Ouais, pas des moindres du tout. Un territoire qui a une signification historique très démontrée. Et donc, en attaquant ce territoire, et évidemment, l'incursion va continuer ainsi. Et les objectifs visés seraient également d'apporter la guerre sur le territoire russe. Et c'est quelque chose, ça change drastiquement les jeux. Là, l'Ukraine, c'est un peu comme si l'Ukraine prend du répit pour se préparer, parce que quand ça va commencer comme ça, en stratégie militaire, la partie russe serait obligée de remobiliser ces troupes qui combattent déjà sur des fronts donnés. Est-ce que les troupes qui combattent sur des fronts donnés sur le territoire ukrainien ne seront pas remobilisées vers ce qu'on doit défendre obligatoirement, par nécessité, pas mémoire? Donc, si ça se fait comme ça, la stratégie ukrainienne aurait réussi et va permettre quand même à l'Ukraine de prendre du répit et de pouvoir négocier. Maintenant, j'ai frappé la Russie. Nous sommes à égalité. Voilà, nous sommes à armes égales. Et voilà, maintenant, nous pouvons négocier. Mais il y a d'autres risques. Le risque, il y a une centrale nucléaire dans la région. Ouais. Il y a ce risque que... Et il y a aussi comment dire, le site gazier, hein, qui permet quand même à la Russie d'alimenter le gaz dans certains pays. Voilà, exactement. Donc, cette région, non seulement il y a l'effet, l'élément historique qui la rend vraiment important, mais c'est une région très stratégique aussi. Donc, tenir la Russie par là pourrait être... Par le bon bout. Peut-être que c'est le bon bout, hein, on ne sait pas. Hein. Ce sera un bon moyen quand même d'aller dans une négociation, de sortir de la négociation, mais en ayant une bonne face, en disant que bon, on n'a pas tout perdu, en tout cas on a résisté, le président Zelensky même parle de réponse à l'injustice commise par la Russie. Alors l'agence russe de l'énergie atomique a estimé, je cite, les actions de l'armée ukrainienne constituent une menace directe pour la centrale nucléaire de Koursk. Alors je vous demande, est-ce que les Russes même ne seraient pas déjà fatigués de cette guerre, et y compris même de cette armée? Alors, vous savez, comme M. Martial a expliqué tout à l'heure, il y a des différentes prises de position des États ou des cadres des différentes institutions internationales qui prouvent que ce soit les alliés ou encore les personnes qui vont à la guerre, qu'ils ont quand même l'intention d'aller à la table de négociation. Même si aujourd'hui, jusqu'à preuve contraire, le Kremlin ne dit pas encore grand chose, comme à son habitude. Donc, cette situation aujourd'hui montre que, pas que forcément que la Russie est fatiguée, même si elle avait pensé finir avec ça très vite, mais c'est une volonté des différents acteurs d'aller quand même à la table de négociation, parce qu'une guerre, c'est beaucoup d'argent et c'est beaucoup d'investissement aussi. Également. Et il y a les intérêts qui finalement changent, la géopolitique aussi qui change, parce qu'il faudra soutenir de telle ou telle façon. Et à cause de la guerre, finalement, c'est compliqué, même des fois à l'interne des États, un peu comme on peut voir aux États-Unis où le conflit Israël-Hamas complique d'une manière ou d'une autre des élections présidentielles aussi, en fonction du candidat. Donc, toute cette situation montre qu'on est arrivé à un moment où il est plus que important, plus que primordial d'aller à la table de négociation. Donc, cela n'explique pas forcément une fatigue du côté de la Russie, mais quand même l'intention d'aller à la table de négociation. Et comme le Kremlin a l'habitude de faire, on peut voir que c'est une stratégie pour ne pas que cette volonté de négociation vienne forcément de la Russie, mais que vienne plutôt de l'Ukraine, on va dire, et de ses alliés, et qui pourrait donc ici expliquer ou justifier tout ce que le Kremlin a dit depuis le début de dénazification, etc. Donc ici, ce qui est important de dire, c'est qu'il est bien que il y ait l'intention d'aller à la table de négociation. Et comme on a dit, la centrale nucléaire de la Russie aujourd'hui, qui semble être donc attaquée, bien que la Russie, selon les informations que l'Ukraine avait données entre-temps, a également attaqué une centrale nucléaire en Ukraine. Donc c'est donc une situation compliquée, parce que c'est un point stratégique
pour la Russie, qui est quand même un bon partenaire en matière de gaz et en matière d'énergie, même pour les pays frontaliers. Donc, il serait important aujourd'hui que, c'est vrai, que cette situation pourrait être le bon bout finalement pour que la Russie, d'une manière ou d'une autre, dise ok, on pourra discuter, mais c'est clair que tous les États que la Russie s'est autoproclamé avoir annexés, aujourd'hui, je pense que à la table de négociation, elle va exiger de la reconnaissance de ces États-là, et on verra bien ce que l'Ukraine aura pu gagner, et finalement, la guerre aura une fin possible. Une possible fin, mais avant que cela ne soit une réalité, il y a le président ukrainien Zelensky qui a affirmé que Kiev cherche à déplacer la guerre du côté de la Russie. Alors moi, je vous pose la question de savoir, est-ce qu'il a les moyens de sa politique? Est-ce qu'il a les moyens De de sa sa politique. politique? Parce que c'est un soin, c'est ce qu'il veut bien. Oui. Présentement, la guerre est la guerre est carrément du côté de la Russie. Donc, est-ce que ça pourrait éventuellement continuer? Vous voyez, on semble lui avoir donné les moyens quand même pour évoluer du financement. Et il faut le faire dans le moment, dans l'instant où il est en train de mener, Kiev est en train de mener cette opération. On ne dira pas que Kiev a des moyens d'aller jusqu'au bout de ce que le président a entrepris, mais c'est quand même quelque chose de symbolique. Comme je le disais, il fallait obtenir un trophée de guerre et c'est le moment, la région choisie, tout est fait avec précaution et il n'y a pas d'information qui est livrée vraiment sur la question. Et on a vu que du côté russe, cela semble être une surprise et on peut bien se poser des questions. On a vu les soldats russes désarmés et tout. Voilà, on peut bien voir, on peut bien penser à la question du renseignement russe. Parce que vous avez vu, il n'y a pas longtemps, l'attentat du Crocus City Hall qui a pris de coup la Russie. On s'est dit, mais comment est-ce que les terroristes sont venus jusqu'à ce niveau et ont pu perpétrer ce genre d'attentat sans que le renseignement ne soit au courant? Et il y a le SSB serait comment dire, serait plus performant aujourd'hui. On se pose vraiment des questions par rapport au renseignement russe. Hein. Oui, on se pose des questions. C'est très important de se poser des questions, surtout la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Souvent, quand on est dans une situation de conflit armé, les services de renseignement sont à leur plus haut niveau de performance. Et on a pu constater que, mais au niveau de la Russie, il y a des éléments qui ont eu lieu, il y a eu des situations qui ont eu lieu et qui ont qui ont semblé démontrer la faiblesse du renseignement russe. Mais on peut dire que ce n'est pas seulement forcément la question du renseignement. Il y a le renseignement et ce qu'on fait du renseignement. Et cela s'est démontré à travers l'histoire à plusieurs reprises que il arrive des moments où le renseignement est donné, mais on ne prend pas le renseignement aussi sérieux pour pouvoir réagir, pour pouvoir prendre les mesures. Est-ce que c'est ce qui s'est passé en Russie? Mais je doute fort parce que l'attentat qui a eu lieu en Russie récemment, il y a eu quand même une alerte de la CIA. Oui, il y a eu quand même des éléments et puis la Russie devrait être en alerte permanente, sachant que désormais des armes ont été fournies à son adversaire de frapper sur son sol. Et donc tout cet élément, je me dis même, est-ce que la Russie n'est pas au courant et laisse faire pour pouvoir trouver une porte de sortie à cette guerre? D'accord. Alors, nous sommes toujours sur votre émission Le Monde en 52 minutes. Là, nous nous rendons du côté du Moyen-Orient après plusieurs mois dans les frappes, après plusieurs morts dans les frappes israéliennes. Le Qatar demande une enquête urgente. Les frappes de Tsahal ont tué 93 personnes dans une école à Gaza. L'information est livrée par la défense civile du territoire palestinien. Oui, alors aujourd'hui, nous avons le Qatar en tant que médiateur aussi. Est-ce qu'il est encore vraiment? En tant que nous pensons qu'il pourrait peser d'une manière ou d'une autre dans le sens où nous savons que la politique du Qatar, depuis qu'elle a été de plus en plus visible, c'est la politique d'être utile un peu à tout le monde. C'est-à-dire que nous avons du pétrole, nous avons des pétrodollars. Voilà, nous savons que vous en avez aussi besoin. Donc techniquement,
la politique ou la diplomatie économique est utilisée d'une manière ou d'une autre et aussi qui cache derrière la diplomatie ou la politique parce que nous savons que le Qatar accueille assez d'exilés politiques et donc est aussi enfin, d'une manière ou d'une autre finance un peu le Hamas à un moment donné et qui voudrait que cette organisation soit considérée en tant qu'une organisation politique et non une organisation terroriste comme dit par exemple Israël et ses alliés. Donc aujourd'hui le Qatar demande qu'il y ait une enquête d'urgence en tant que médiateur parce que une telle demande, c'est parce que le Qatar se positionne en tant que médiateur entre ces deux États. Et c'est pas comme si le Qatar avait une relation compliquée avec Israël non plus. Elle n'est pas tendue, elle n'est pas la meilleure non plus, mais quand même, elle est mutuellement respectée des deux côtés. Donc, on a ici le Qatar qui a une relation plutôt normale, cordiale avec Israël et également avec le Hamas qu'elle tient d'une manière ou d'une autre sur le plan financier. Donc la diplomatie économique aujourd'hui, nous savons qu'elle est assez importante parce que c'est celle que la Chine aussi utilise avec notamment les pays du Moyen-Orient. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, le Qatar trouve d'une manière ou d'une autre aussi sa place et pourrait participer d'une manière ou d'une autre à résorber la situation entre Israël et Hamas. Bah, de toutes les façons, on attend de voir, hein, mais de son côté, hein, le Hamas dénonce une dangereuse escalade. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque ils ont déclenché le 7 octobre, peut-être qu'ils se disaient que ça allait être une action rapide, bien faite et puis, mais aujourd'hui, est-ce que le Hamas ne sent pas que l'étau est en train de se resserrer autour d'eux? Moi, je dirais plutôt que l'étau est en train de se resserrer autour d'Israël parce que le Hamas, Israël va dans le sens indiqué par le Hamas, en ce sens que cette attaque qui est intervenue sur ce bâtiment qui est une école se pose, c'est une série de bombardements, d'attaques sur des bâtiments qui sont protégés en principe par le droit international. Et donc, ces attaques se répètent davantage et vous allez constater les réactions de la part même des alliés. Oui, c'est des réactions, mais il n'y a pas une suite. Hein? Oui, mais on réagit, mais puis et personne n'accepte de rompre quoi que ce soit avec Israël. Vous allez voir, cette attaque qui a eu lieu, a suscité beaucoup de réactions par rapport aux attaques qui ont récemment eu lieu sur des bâtiments d'école où sont réfugiés des personnes déplacées, des personnes souffrantes. Et donc, l'étau se serre autour d'Israël, en ce sens que Israël est en train d'aller dans le sens que le Hamas est en train de vouloir, c'est-à-dire Israël démontre suffisamment sa barbarie. Oui, mais est-ce que ça va freiner les ardeurs d'Israël? C'est ça le problème. Vous savez que bientôt les négociations seront relancées et on ne sait pas, Israël se dit disponible à continuer avec les négociations, à pouvoir sortir, obtenir un cessez-le-feu, mais en attendant d'arriver là, c'est dans le comportement israélien que ce que nous nous sommes fixés comme objectif, il faut qu'on se presse de l'atteindre, il faut qu'on affaiblisse le Hamas le plus amèrement possible avant d'aller aux négociations, parce que quand on va observer le cessez-le-feu maintenant, on ne sait pas sur quoi ça va déboucher, donc vaut mieux accélérer le processus. Et ça s'est constaté, la frappe qui a tué le commandant du Hezbollah, Ismaël Haniyeh, qui s'est vu assassiné, et les bombardements qui ne cessent pas au niveau de la bande de Gaza. Donc, on voit qu'Israël est dans un processus d'accélérer très rapidement sa riposte. Et Benjamin Netanyahou lui-même, on se dit, même s'il n'est pas déjà un câblé mort, donc le mieux c'est de continuer dans la logique, parce que finalement, il est fort probable que la justice internationale se saisisse de l'affaire à un moment donné. Bah oui, nous savons tous que Benjamin Netanyahou, c'est un va-t-en-guerre quand on le voit. Et c'est du genre, je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Voilà, justement, c'est ce qui pourrait expliquer le fait qu'aujourd'hui, il croit qu'il a l'autorisation de tout faire. Il se permet de tout ravager sur son passage.
Donc, c'est quelque chose qui est vraiment dommageable, mais c'est les relations internationales. Alors, lorsque la rapporteuse spéciale des Nations Unies parle de cette situation, elle accuse Israël de génocide. C'est pas nouveau. Oui, comme vous l'aviez dit, c'est pas nouveau, c'est des termes qui ont été utilisés. Et ici, vous savez, ce qu'on déplore le plus, c'est que les États finalement qui ont établi plein de règles, qui ont établi plein de mécanismes justement pour non seulement éviter les guerres, mais pour éviter tout environnement de crise, d'insécurité aujourd'hui, on n'assiste que à ça. Et ces États-là, finalement, ne font pas quelque chose, on a l'impression quand même qu'ils ne font pas quelque chose pour répondre de façon claire et nette et ferme. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le Conseil de sécurité, c'est en fonction des intérêts ou en fonction, oui, des intérêts ou des alliances que les décisions sont prises. Et même face à des situations aussi critiques sur le plan humanitaire, il n'y a pas de réelle solution parce que nous savons qu'aujourd'hui, si on va prendre une décision pour condamner Israël, il y a une possibilité que les États-Unis bloquent avec le droit de veto. Donc finalement, aujourd'hui, on fait face à une situation où, peu importe le thème qu'on utilise, qu'il soit aussi grave, parce que pour la Cour internationale, c'est des mots qui ne passent pas normalement. C'est pour ça que il y avait un mandat d'arrêt sur Israël, mais comme vous avez vu, les États-Unis ont réagi les premiers, ont traité ça de scandaleux. Donc cela voudra dire que les relations internationales finalement prennent un peu le dessus sur le droit international aujourd'hui. Et il est important que il y a des mécanismes où nous ne savons pas, mais s'il y a la possibilité que les États, donc à la tête de ces différentes, les chefs d'État, pardon, à la tête de ces différents États-là, prennent des décisions plutôt, disons, qui participent réellement à faire asseoir Mais un une chose est climat sûre, de hein, paix. ils ont tous dénoncé, décrié, ils ont sorti chacun Oui, les et mots qu'ils pouvaient aujourd'hui, trouver dans les dictionnaires, dans les différentes langues, mais personne n'auront aucune relation avec Israël. oui, vous savez, Donc, ça veut dire que quelque part, oui, on parle pour qu'on ne dise pas que demain on n'a pas fait, on n'a rien fait, on n'a pas réagi. non, on ne peut pas dire ça parce que quand quelque chose se passe, il faut quand même réagir. Même si on ne peut pas dire que les États n'ont pas été... On s'entend, c'est ça? non, pas consentants, qui n'ont pas été choqués de voir tout ce qui se passe. Donc la réaction, elle est humaine, la réaction, elle est normale. Et on a une crise humanitaire importante. C'est pas les premières Mais- frappes qui tuent des écoliers. Oui, oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, on ne peut pas remettre en cause ou refuter ou ne pas prendre quand même en compte les réactions de ces différents États-là. Parce que s'ils n'avaient pas réagi aussi, on aurait parlé. Donc finalement, au moins, ils Mais c'est réagissent. ça que je dis. Mais le problème On réagit ici- pour qu'on ne dise pas que demain ou après-demain que non. Oui, mais le problème ici, c'est que même dans les situations conflictuelles comme celle-là, les intérêts également passent encore au-dessus. D'accord. Et c'est ça qui aujourd'hui pose un véritable problème parce que si nous prenons la paix, si nous prenons le développement, il faut donc que les différentes règles que ces États-là même ont établies, ils puissent les respecter. Sinon, on n'aurait pas assisté non plus au conflit russo-ukrainien. Et donc, D'accord. c'est une situation qui prévaut malheureusement dans le monde. Alors, le Qatar qui demande une enquête urgente, certains ne croient plus du tout à cette médiation du Qatar. Et puis, le deuxième volet de ma question, c'est de savoir, le fait de demander cette enquête-là, est-ce que ce n'est pas une façon pour le Qatar de ne pas perdre la face? Il est très important pour le Qatar de ne pas perdre la face dans ce... Si elle n'est pas déjà perdue, hein, Martial. Non, pour l'instant, il est difficile de dire que le Qatar a perdu la face parce que les négociations vont reprendre bientôt et puis c'est toujours là. Entre-temps, Donc, les morts c'est- continuent du côté de Gaza. c'est la triste réalité. Et donc, pour ce qui est de l'intervention du Qatar, je me suis posé des questions sur la réaction des États du Golfe, des pays arabes face à cette succession de bombardements. Ce ne sont pas des écoliers qui sont tués, ce sont des personnes déplacées, des personnes qui ont été déplacées du fait de la guerre et qui se retrouvent là. On sait que ce sont des personnes qui sont
a priori inoffensive, hein, mais Israël dit que c'est parce qu'il y a des oui, terroristes. on peut comprendre cette position d'Israël aussi parce que dans les règles du droit international, il est bien dit que ces bâtiments sont protégés, mais il y a quelque chose qu'on appelle la perfidie qui est souvent utilisée dans ces cas de conflit parce qu'il ne s'agit pas de conflit armé entre États. Il s'agit d'une toute autre forme de conflit. Et donc, étant donné que le Hamas a employé des moyens terroristes, si je peux le dire ici, à l'endroit d'Israël. Et il est possible que le Hamas continue d'employer cette manière parce que le territoire est suffisamment bombardé. Les passages souterrains également sont suffisamment bombardés. Et on se demande, mais où est-ce que le Hamas continue de lutter? Mais où est-ce que les combattants du Hamas se situent pour lancer des frappes, pour continuer à résister? Voilà, parce que le fait est que le Hamas jusqu'à maintenant tient. Et donc, si Israël se retrouve dans la situation où le Hamas, les combattants du Hamas vont instaurer des bases dans des endroits protégés par le droit international, mais en relation internationale, Israël a le droit de frapper parce que ces personnes-là sont en train d'user de la perfidie. Nous avons d'ailleurs écouté ce qui s'est passé du côté de la Haye il y a quelques mois, quand l'Afrique du Sud a apporté... Voilà, exactement. Du point de vue du droit international, ce n'est pas normal. Ça violence. On parle de crimes de guerre, on parle de crimes de l'humanité, on peut parler de génocide, mais est-ce que dans la réalité, on ne se pose pas la question de savoir les combattants du Hamas qui continuent de combattre quand Gaza est bombardé suffisamment, ils se retrouvent où finalement? Dans ces écoles-là, malheureusement, et l'État d'Israël, comme tout autre État au monde, ne pourrait s'empêcher de cibler ces personnes-là. Et ce qui est dommageable, c'est que les civils se retrouvent pleins à être tués. Avant de passer la parole à Charlotte, est-ce que la médiation qatari pourra-t-elle survivre? Est-ce que d'ici à là, on ne verra pas, par exemple, une Chine décider d'entrer dans la médiation, histoire de dire que oui, le Hamas a commencé, mais on ne voit véritablement pas les choses bouger. Au contraire, on assiste plutôt à des assassinats ciblés. La Chine est déjà entrée dans le jeu, vous avez constaté. Non, la Chine vous dira que non, je me suis juste intéressé au Hamas et au Fatah. Mais la Chine commence à entrer. Quand vous vous intéressez dans ce type de conflit, au Hamas et au Fatah, vous vous retrouvez immédiatement dans le cadre de la résolution de ce conflit. Il ne faut pas aller avec du bruit et vous connaissez, la Chine est bien connue pour cette stratégie. Il faut bien commencer par quelque part avant de poursuivre. Et par où la Chine a commencé, il y a déjà un problème qui s'est posé. Le médiateur, celui avec qui on intervient, qui est beaucoup plus modéré, Ismaël Haniyeh, voilà, se trouve assassiné. Et celui qui prend la tête, c'est quelqu'un qui vraiment n'est pas de nature à vraiment négocier ou à faire des concessions que Ismaël Haniyeh pourrait faire. Et donc ça remet en cause toute cette stratégie. Ce qu'on va savoir, c'est que le Qatar continue aujourd'hui, pour l'instant, jusqu'au moment où nous parlons, d'être le médiateur. Le principal médiateur. Voilà, le principal médiateur, le médiateur fiable, quelqu'un à qui Israël, je ne vais pas dire faire confiance, mais quelqu'un avec qui Israël accepte de composer. Voilà, de composer avec. D'accord. Donc, je ne trouve pas encore quelqu'un, c'est que la Chine se voit venir, mais il faut vous rendre compte, la Chine a plein d'autres problèmes avec les États-Unis, avec l'Union européenne, et donc on se pose la question de savoir avec les Philippines, faut voilà, pas oublier. donc on se pose la question de savoir est-ce que les États-Unis vont permettre à ce que la Chine puisse s'impliquer dans le conflit, jouer à la médiation, et c'est tout là que la question se pose. Alors, l'autre question, c'est ce qui se pose actuellement, c'est du côté du Venezuela. Toute négociation avec l'opposition rejetée par Nicolás Maduro devant la Cour suprême. Le tribunal suprême a examiné le samedi le recours déposé par le président vénézuélien. Alors, au Venezuela, on assiste à une situation politique assez compliquée depuis même le second mandat du président Maduro. Et cette situation va également avec une situation économique aussi inquiétante. Désastreuse, hein? Et c'est vraiment compliqué de voir ceci, mais c'est important aussi de rappeler que bon, la plupart des pays aussi de l'Amérique latine ont eu
à des moments de leur histoire, les situations, les putsch, les situations économiques aussi, avec la crise de 1929 aussi, qui a créé des situations, qui a favorisé d'une manière ou d'une autre des crises économiques dans chacun de ces États-là. Et aujourd'hui, nous savons que pendant que Juan Chavez était encore président, celui-ci a trouvé des mécanismes pour justement aider le Venezuela à se relever économiquement et aussi en même temps socialement, parce qu'il a permis quand même assez d'ouverture d'emploi et ça a permis aux gens de respirer un coup. Mais aujourd'hui, grâce au pétrole justement, mais aujourd'hui, avec la présence aujourd'hui de Maduro, semble avoir encore compliqué la situation et la population, il y a de plus en plus de manifestations et aujourd'hui la question qui se pose, c'est que quel est réellement le but du président Maduro? Parce que il y a une situation politique, d'accord, on peut le comprendre que c'est un intérêt politique, mais la situation économique qui va également avec la situation, une crise sociale, pourquoi est-ce que ce dernier n'en tient pas compte? Parce que de toutes les façons, c'est le peuple qui décide. Et si à un moment donné, les protestations continuent et que finalement, est-ce que ce dernier veut un départ? Parce que il faut le reconnaître, le peuple a quand même assez de pouvoir et de faire partir comme de faire rester. Un peu comme on a vu par exemple au Kenya où il y a beaucoup de manifestations par rapport à de finances. Donc c'est pour dire que le président vénézuélien doit vraiment montrer à la population qu'il a des mécanismes. Et aujourd'hui, il est malheureux de constater que la population, dans sa majorité, ne le croit plus. Et on ne oui, mais c'est pas nouveau, hein. C'est pas en ce moment, par exemple, que la population vénézuélienne ne croit plus au président mais ce Nicolas. dernier a quand même réussi pour briguer le 3e mandat. C'est là, en fait, la problématique. Et c'est pourquoi on se demande, on se pose la question de savoir qu'est-ce que ce dernier veut réellement. Parce que il est bien de diriger un État, mais si c'est pour, d'une manière ou d'une autre, ne pas favoriser le développement de cet État-là, à quoi est-ce que à quoi ça arrive, bon, quoi. En fait? Alors, lorsqu'il décide de porter ce contentieux devant la Cour suprême, c'est quand même lui le boss, c'est quand même lui le commandant en chef. Alors, moi, la question que je vous pose, il demande à ce qu'on évalue les résultats de cette élection. Pourquoi? À quelle fin? Il vise quoi? Comme a demandé Sharon. Vous savez, bien avant les élections, il y a beaucoup de sondages qui le créditait déjà perdant. Hein? Voilà, qui le créditait déjà perdant. Et cela a eu des répercussions au sein de la population du Venezuela. Y compris du parti au pouvoir même. Voilà, du parti au pouvoir même. Et donc, le fait qu'il soit réélu et les actions, les manifestations qui ont suivi, il est important qu'il s'érige en démocrate. Comme cela se fait. Du jour au lendemain. Mais c'est important quand même pour lui. Et donc, à partir de ce moment, il dit, mais voilà les résultats, c'est contesté de partout, y compris à l'extérieur même du pays. La quasi-totalité des pays de l'Amérique latine. Hein. Voilà, sont en train de contester ces élections. Et donc, il faut qu'il joue quand même au jeu en faisant, en laissant la place, la voie à la justice. Vous croyez qu'il est en train de jouer un jeu? Mais c'est un jeu, je peux l'appeler ainsi, parce que la situation d'un moment à l'autre peut devenir très incontrôlable. Alors, c'est le jeu là qui fait en sorte qu'il puisse rejeter la négociation avec l'opposition. La négociation... Pourquoi est-ce qu'il craint? Qu'est-ce qu'il a craint? C'est justement ce que la situation pourrait très rapidement lui échapper. Et donc, pour éviter cela, on n'a pas constaté ce genre d'attitude lors de ces 2 derniers mandats. Et pourquoi ce soit là? Parce que au sein du parti même, il y a déjà des divisions. Et s'il y a des divisions au sein du parti et que vous n'êtes pas accepté auprès de la population et au niveau de la communauté internationale, c'est quelque chose de quand même assez menaçant pour ce genre de régime. Et donc, il est important de faire croire à la face du monde que bien nous sommes démocrates, voilà les élections, nous remettons la balle dans le camp de la justice. Qu'est-ce que la justice fait? La justice essaie de voir ce qui est fait et de proclamer les résultats afin de lui donner... Il est en recherche d'une légitimité, d'une seconde légitimité.
Et Ah bah, ce qui s'est passé du côté du Pérou ne lui a pas servi de leçon apparemment. Parce que c'est comme ça que ça avait commencé au Pérou et puis bon, on connaît la suite. oui, mais il veut tenter également le coup. Si on ne sait pas ce qui n'a pas marché au Pérou peut marcher peut-être Au Venezuela. au Venezuela. Votre mot de fin? Non, nous ne pensons pas qu'il serait bien que ce qui s'est passé au Pérou soit réitéré au Venezuela. Oui, mais on est en train de Mais- parler de l'Amérique latine. Hein. Là-bas, ça va Oui, très vite. Hein. Oui, oui, c'est pour ça Et que quoi qu'on il- dise, hein, les il populations convient ont aussi un certain pouvoir. de se poser la question de savoir comment est-ce que la population, notamment latine, comment est-ce qu'ils décident de qui vient au pouvoir? Parce que nous savons que en Amérique latine, il y a beaucoup de choix identitaires. C'est parce que c'est quelqu'un de mon ethnie que je le choisis. Mais finalement, est-ce qu'ils tiennent compte vraiment de ce qui est essentiel? C'est-à-dire que la personne est capable, compétente de faire ce qu'il faut faire. Parce que si on parle d'un président qui a essayé de relever l'État pour quelqu'un qui finalement mine totalement les différents aspects de son pays, finalement, on se rend compte que la population aussi a sa part dans tout ce qui se passe. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs de la meilleure des web télé, hein, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi 12 août 2024. J'ai reçu pour vous Martial à côté. Merci Martial d'être disponible pour nous. Merci Tatiana. Elle était également avec nous, Charlone Tcheyonrou. Merci. C'est toujours un plaisir hein, de vous avoir. J'aimerais Plaisir avoir partagé. d'autres femmes qui viendront décrypter l'actualité à part Oulda et vous. Hein. J'espère que d'autres Vous vont l'aurez sortir de leur bosquet. Toute l'équipe technique vous remercie de nous avoir proféré ce lundi après-midi. Restez toujours câblés, Isaïe Télévision, la meilleure des web télé.